Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans l'hebdomadaire. J'espère que vous allez bien en ce samedi 7 janvier 2023. Donc comme d'habitude à notre hebdomadaire, on va faire un retour un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau des différents marchés. Aujourd'hui, je vous propose une analyse un petit peu différente. On va aller faire un tour sur les obligations US, les obligations Europe, pour bien comprendre la macroéconomie actuelle, ce que l'on peut attendre, parce que ça va être quelque chose qui va être décisif dans l'année, et c'est pour ça que c'est important de le faire. Donc comme d'habitude, on aura une première partie où on fait un petit check-up sur les clôtures weekly, ce qu'on peut attendre par la suite, et ensuite on ira sur l'analyse des bonds, qui est très important, qui va déterminer, parce qu'on parle beaucoup de crise obligataire, il faut comprendre pourquoi, où, et est-ce que c'est pareil en Europe qu'aux États-Unis. Étant donné que je parle beaucoup des États-Unis, on va faire aussi un petit détour en Europe pour voir tout ça, et on commence tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, c'est simple et gratuit, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et on commence tout de suite avec la clôture de la semaine que nous avons eu donc en weekly sur le BTC dans lequel on a eu comme une semaine qui était plutôt positive, somme toute, dans lequel on a eu une série d'accélérations haussières. On est sorti de quelque chose qui était très flat, hein, on le voit bien au niveau des différentes bougies, elles sont bien écrasées. Bon après, je vais parler après de la volatilité, vous allez voir, mais somme toute, on a eu quand même quelque chose qui était plutôt positif, avec des séries d'accélérations qui sont effectuées en plusieurs à-coups, donc ce qui était plutôt positif, où on le voit ici, bien première accélération, deuxième accélération, troisième accélération, donc on a bien cette forme d'accélération qui nous a donné justement cette clôture de bougie qui est plutôt positive, mais qui est, quand on regarde, réellement paquet dans un range très fort, d'accord? Range de compression d'ailleurs de la volatilité, où on voit qu'on a de moins en moins de volatilité depuis justement cette bougie phénoménale du 12 décembre dans lequel on a eu la Fed qui a pris la parole avec un retour sur l'inflation, donc on a eu pas mal d'informations fondamentale dessus, macroéconomique, et à côté, bon, bah là, on a quelque chose qui est flat, hein. Clairement, on va pas se leurrer. En termes de volatilité, on est excessivement bas. Là, on est dans la volatilité à 7 jours, d'accord, qui est la représentation sur 7 jours de l'écart entre l'ouverture et la fermeture. On voit que on est sur quelque chose qui est totalement écrasé, d'accord, on se retrouve dans une consolidation d'ailleurs qui est plutôt proche de ce niveau-là, qui est plutôt proche des années 2018, contrairement à ce qu'on a pu connaître en 2020 où on est resté très peu dans ce niveau très bas. On a bien break la trendline, justement, qui supportait, qui était créée sur la première et la deuxième. On voit qu'on s'enfonce, et qu'on s'enfonce fortement, et donc là on voit qu'on est en train de consolider dans cette partie-là, et qui est vraiment ce qu'on voit ici, hein, d'accord. Si on zoome sur 2018, vous allez voir, on voit qu'on a bien une forme de consolidation très faible qui se voit ici avant d'avoir une première accélération, retest et accélération haussière. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Bah là, c'est même un petit peu plus compliqué dans le sens où on a une dégringolade sous une forme de compression effective. Il faudrait qu'on ait un regain réel de la volatilité, suivi d'une diminution de la volatilité pour repartir à la hausse réellement, qui est une représentation de ce qu'on a pu voir en 2018. Mais encore une fois, est-ce qu'on va réellement repartir? Est-ce qu'on peut vraiment se rebaser sur un exemple pour se dire que ça va se dérouler de cette façon-là? La notion de l'empirisme vient de la récurrence de quelque chose, d'une pattern que l'on est capable de reconnaître. Une occurrence ou deux occurrences n'est pas suffisant et ne le sera jamais. Pour moi, on pourrait très bien continuer ici à avoir une baisse de la volatilité très forte. On rappelle que sur le narratif crypto, en tout cas, nous avons quand même une crise de confiance qui est colossale avec la chute de FTX, une crise des liquidités dans laquelle on a vu un départ des liquidités sur toute l'année 2022 qui s'est effectué. On a quand même quelque chose qui est difficile et forcément ça va demander du temps de consolidation. Et d'ailleurs, généralement, quand on arrive dans une phase de bear market, on arrive dans une phase de consolidation, justement où la volatilité est moindre, où les personnes partent, et c'est là aussi où on retrouve un regain de volatilité par la suite, mais ça va prendre du temps, et encore une fois, on travaille notre patience. C'est l'élément essentiel de l'investisseur, du trader, la patience, et c'est ce qu'on est en train de voir, on est en train de nous tester de ce côté-là. On est en train de voir aussi la volatilité, cette fois-ci à 24 heures, ce qui nous permet de voir justement sur des clôtures daily quel est l'écart de volatilité que l'on peut avoir. C'est quelque chose qui est beaucoup moins lissé, mais qui nous permet aussi de voir qu'on fait partie des jours les
les moins volatiles qu'on ait pu connaître. Encore une fois, on retrouve notre 2020 et on retrouve notre 2018, mais on voit que on a battu les records de 2018, notamment sur le 24 décembre, et ça c'est très important de le retenir. Ça veut dire qu'on a eu vraiment des jours dans lesquels on a été les moins volatiles par rapport à l'historique qui a été donné sur le total index. Donc ce qui est vraiment très intéressant de noter, c'est qu'on est vraiment dans une poche qui est proche de la notion de bottom qu'on a pu avoir, avec un écrasement de la volatilité, un écrasement des volumes. Donc ça veut dire que nous sommes bien en train d'arriver dans une zone d'atterrissage. Est-ce que cette zone d'atterrissage est déjà actée? Est-ce qu'on va break plus bas? C'est encore une autre discussion, mais en tout cas, au niveau de la volatilité, qui est essentielle à l'apaisement aussi des cours, on est en train d'y arriver, et c'est le plus important. Alors, on va revenir sur la vision en 1 heure, rapidement, pour voir qu'on a encore fait une chasse réellement au short. Encore une fois, quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est que là, actuellement, il y a tellement peu de liquidité que dès qu'on voit un mouvement qui est en train de se faire et qu'on comprime de la liquidité, on va aller la chasser, chose qui a eu lieu avec cette grosse accélération, qui a d'ailleurs enflammé certains altcoins avec des news fondamentales qu'on a pu voir très fortes, je pense notamment à Gala, dans lequel on a eu pas mal de choses, et on parlera pas forcément court terme, parce qu'on reste toujours dans la dynamique d'une continuité baissière pour moi, avec un retest ici de l'OP d'achat, tant que j'ai pas d'invalidation. L'invalidation, elle est loin, elle est avec un break, notamment des 17 600, 17 500, mais ça, j'en discuterai plus dans la quotidienne de lundi, parce qu'on rentrera réellement dans le sujet. Au niveau de la macroéconomie, petite clôture weekly que l'on voit au niveau de l'indice dollar, le DXY très important dans lequel on a eu vraiment une grosse volatilité avec énormément de volatilité au niveau du dollar, chose qu'on revoit notamment, on ira voir après l'euro USD, voir un petit peu ce qui s'est passé, mais on voit bien que là on a ravalé une grosse partie, on est reparti en dessous du break of structure, et ce qui est intéressant c'est que on est à l'opposé de ce qu'on a pu connaître le 12 décembre, d'accord? On est vraiment dans quelque chose où le DXY était parti en flèche, vraiment très fort, et sur lequel on a eu une très grosse correction, et en fait, si on regarde, on est pas loin, ici, aussi, d'une compression. On a plus de volatilité, oui, mais somme toute, quand on regarde la moyenne des mouvements qui ont été effectués sur le dernier mois, donc les 4 dernières clôtures weekly, on est sur quelque chose qui est flat, d'accord? Peu de choses près flat. Donc, on est dans quelque chose qui est dans une attente de détermination de ce qui va se passer par la suite. Donc, je pense très clairement qu'on attend les chiffres de la semaine prochaine pour pouvoir déterminer. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans cette clôture du Nasdaq et du SP500 qu'on ira voir après, où on est, oui, certes, on a ravalé une grosse partie, on est reparti à la hausse, mais on est, somme toute, pas loin du niveau réel qu'on a eu sur la clôture, justement, annuelle, de la semaine dernière. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est un peu identique, et on revoit ici, alors peut-être un petit peu plus positif sur le SP500, où on voit qu'on a eu une clôture qui était quand même plus intéressante, mais avec quand même 2 dernières bougies dans lesquelles on a eu un écrasement total, ouverture-fermeture, qui est très importante. Donc là, ce qu'on va attendre, clairement, c'est à un moment donné un redépart de la volatilité. Redépart de la volatilité qui devrait repartir. On voit aussi que au niveau du RSI, on a une structure intéressante qui est en train de se mettre en place, avec potentiellement ce qu'on va attendre, ça va être une cassure haussière des 54 pour se dire que en effet on repart à la hausse au niveau du momentum, et dans lequel on pourrait avoir une réaccélération pour soit un retest effectif de cette zone-là, dans lequel on aurait bien la mise en place ici d'un retest pour une continuité baissière, alors que ce soit chartisme au niveau de la trendline, soit Wickofienne sur l'accumulation en cric baissier que l'on a, dans lequel on fera un retest pour faire un spring derrière pour ensuite repartir à la hausse. Mais là, pour moi, on est toujours dans cette période où on attend, on n'est pas sorti en fait de cette zone de décompression. Oui, on a eu un petit retour de volatilité sur les indices américains, mais ça reste somme toute très faible en fait, vraiment très faible. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une accélération. Alors, si on regarde, quand même, on a Nasdaq et SP500 qui ont clôturé plutôt positif sur justement cette semaine, alors qu'on a un écart du yielding 10-2 qui s'est enfoncé. Alors certes, on a eu une petite réaccélération par rapport au retest que je vous avais donné, donc en l'occurrence c'est normal qu'on casse, parce qu'on a fait un break of structure, on va retester avant de repartir à la hausse, donc ce qui est plutôt classique pour aller faire un break of structure supérieur, pour aller comprimer cet écart. Je vous rappelle que cet indice nous permet de voir le yielding, donc le taux rapporté par les obligations américaines, donc qui représente une forme de pricing du risque effectif sur le marché américain, donc par le marché sur le marché américain, et du coup on voit que on est dans une forme de compression, d'accord? On a potentiellement la mise en place ici d'un reversal qui est pas encore confirmé, il faudrait rebreak ici ce niveau-là pour se dire que en effet on est en train de repartir à la hausse, donc il faudrait quelque chose qui reparte comme ça,
derrière où on refait, hop, une structure avant de faire un break of structure majeur qui serait celui-là. Là, il faudrait vraiment rebreak, revalider ici par le break of structure, donc là, on est juste sur de la structure pure et dure, hein, juste de la structure pure et dure, on est en train de se dire qu'on est sur un universel, ce qui est plutôt positif et qui est cohérent avec ce que le marché attend, d'accord? Le marché attend clairement la mise en place d'une confirmation de reversal, et donc là, ce pricing qui est en train de se faire, parce que ça, c'est une représentation du pricing entre le yielding 2 ans et 10 ans, donc c'est-à-dire la représentation de l'état du marché américain à 2 ans et à 10 ans. On voit qu'on est en train de pricer une récession qui se termine à 2 ans, et donc plus on va avoir une contraction des cours, donc plus on va remonter à la hausse, et moins justement le différentiel sera fait, plus le pricing du marché sur la potentielle récession 2023-2024 sera faible, en tout cas son impact sera faible. Donc c'est très intéressant de voir ça, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a quand même, là on va remettre en weekly rapidement, pour comparer ce qui est en train de se faire, c'est que on a un écrasement effectif là de l'écart entre les deux, donc on a un retour ici, alors que on a le Nasdaq et le SP500 qui sont en train de repartir à la hausse. Très intéressant de le noter, parce que normalement on devrait être dans le sens inverse, d'accord, on devrait être dans quelque chose où à partir du moment où on a le pricing du marché qui est en train de se faire de ce style-là, on devrait avoir un marché qui peut, d'accord, un pricing qui s'effectue de ce style-là, on doit avoir un marché qui s'écrase avec beaucoup de pression. Là, on a une divergence effective, et cette divergence, pour moi, est signe réellement d'un retour de la volatilité qu'on risque d'avoir sur le SP500 et le Nasdaq, parce que oui, on a de la volatilité au niveau des bougies, mais si on regarde plus sur du monthly, on a quand même quelque chose qui est plutôt écrasé, et c'est justement pour moi un retour de quelque chose qui pourrait pousser. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui performe, malgré le fait que, intrinsèquement, le pricing est en train de se faire à la baisse, ce qui est plutôt positif, mais dangereux pour le marché. Alors, on va faire un petit tour sur les bonds tout court pour vous redonner cette représentation. Donc là, on est sur le prix des bonds, des obligations du gouvernement américain, 2 ans pour la bleue. Ensuite, on retrouve 5, 10 et 20 sur orange, bleu cyan et jaune. On se retrouve sur quelque chose où on a quand même une forme de stabilisation, d'accord. On a eu le gros creux qui s'est effectué sur octobre et novembre, d'accord, septembre, octobre, novembre, début novembre, dans lequel on a justement ce gros creux, deuxième gros creux qu'on avait eu en mai, très fort, et là on retrouve sur une stabilisation avec une réaccélération haussière, ce qui est plutôt positif, ce qui est une reprise vraiment des obligations américaines, ce qui, en l'occurrence, permet de statuer que on a un retour de confiance dans le marché américain. Après, c'est vrai que le marché américain a marqué une stabilité très forte, malgré l'augmentation structurelle très forte des taux directeurs de la Fed. Je vous rappelle que c'est la première fois où on monte aussi vite et aussi violemment les taux, d'accord, première fois, hein, vraiment, où c'est aussi fort. Alors oui, beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais il y a de la latence, etc. Oui, d'accord, il y a de la latence, mais la latence, à un moment donné, elle est censée être à 6 à 9 mois. Là, actuellement, on commence à se diriger dans quelque chose où on devrait avoir un impact, chose qu'on commence à ne pas avoir, d'accord. On n'a pas d'impact, on a très peu, en tout cas, d'impact sur différents parties, comme par exemple les emplois. On devrait commencer à avoir un impact fortement. On voit qu'il y a une anticipation très forte qui est en train de se faire au niveau des GAFAM, d'accord, les vagues de licenciements, on les a vus arriver déjà à partir de juin, qui ont commencé à se mettre en place et qui sont arrivés pour une protection réellement de la notion de bénéfice, parce que c'est ça le marché action, ça va être la prise de bénéfice. Il y a eu la notion de pricing power qui s'est mise en place, dans lequel on a augmenté le pricing des différents items, qui a été absorbé clairement sous une forme d'inflation, donc là-dessus il n'y a pas eu de problème, il y a une diminution du volume, mais une augmentation des prix, donc on a eu une stabilisation réelle des bénéfices, mais là actuellement on sait que le pricing power a une limite, et on est en train d'arriver dans cette limite-là, d'où la notion de scaling des coûts, dans lequel on va avoir un licenciement qui est en train d'être effectué pour conserver. Donc ça sous-entend aussi que 2023 devrait être une année stable pour les actions en termes de bénéfices. Ça, c'est ma vision, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, et c'est la politique. Ils sont en train d'anticiper tout ça. Actuellement, on n'est plus dans une notion de réactivité, en tout cas au niveau des entreprises, on est plus dans une notion d'anticipation, chose qu'on avait vue, d'ailleurs, si vous vous souvenez, en 2021, fin 2021, où on avait eu une vente massive d'actions et d'obligations réelles au niveau des différents milliardaires, ou en tout cas différents gros gestionnaires de fonds, dans lesquels on avait une anticipation de ce qui était en train de se mettre en place. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans l'anticipation, en tout cas sur le marché action, et sur les obligations, on voit que sur les obligations américaines, bon, la crise obligataire, elle n'y est pas forcément. On a un impact très fort de la Fed qui est déjà acté sur le marché immobilier, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, et je vous ferai certainement un autre récap dessus à partir du moment où j'aurai des nouveaux chiffres qui seront probants. Pour l'instant, on est dans une stabilisation. Oui, on a un marché US immobilier de l'ancien qui est plutôt stable, du neuf qui est en train de se vautrer totalement, mais ce qui est logique, parce que d'un côté, on a
l'inflation générique des matières premières, avec à côté une diminution de la demande et une diminution de la capacité d'investissement des différentes personnes. Alors, là-dessus, on est sur quelque chose qui est classique. Au niveau du yielding, on voit que on commence à repartir dans un cycle plutôt baissier. On a cette divergence qui était baissière qui est en train de s'activer au fur et à mesure. Là, on va dézoomer un petit peu pour montrer bien. On voit qu'on est sur une forme de retest et on recommence à s'enfoncer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus que la notion du yielding de s'enfoncer, ça va être l'écart qui va se faire entre, justement, notre 2 ans qui est toujours en bleu, d'accord, on regarde les mêmes trucs, et les 10 ans et les 20 ans sur lequel l'écart doit se rétrécir, voire s'inverser, dans lequel on devrait avoir la bleue qui repasse en dessous, d'accord. Tant que c'est pas fait, ça sous-entend qu'on est toujours dans un pricing du marché sur une instabilité très forte sur 2 ans et une restabilisation dans 10 ans, d'accord, ce qui est un peu cette schématique-là. Là-dessus, on est dans une forme d'inversion et qui sera validée ici par cette transposition avec une validation de l'inversement par un break. Alors ça, c'est le marché US qui, quand même, on va pas se le leurrer, lead quand même le marché global, sur lequel les bonds ont un impact très fort, d'accord, le yielding des bonds a un impact très fort sur l'euro USD, dans lequel on a bien vu ce break baissier très fort, dans lequel on est descendu en dessous des 1$, dans lequel ce niveau des 1$ est vraiment le niveau très important et vraiment marquant, en fait, hein, c'est normalement, le 1 USD égale 1 euro, tout le monde en parle, c'est quelque chose qui marque vraiment la conscience, et pourquoi on est passé en dessous? C'est le même principe. À partir du moment où on avait les bonds, donc les obligations, qui sont censées être les biens les plus sereins en termes d'investissement, qui passent à 4%, bon, bah, aux US, on parle quand même des obligations américaines. Donc forcément, les personnes vont aller acheter, les personnes, quand je dis les personnes, c'est fonds d'investissement, vont aller investir dans les US, donc vont aller acheter ces bonds, et pour acheter ces bonds, il faut des dollars, et donc pour acheter des dollars, bah forcément, quand on est en Europe, on vend des euros pour acheter des dollars, et ça c'est valable pour l'ensemble des différentes monnaies, et c'est pour ça que le DXY, derrière, a eu cette flambée que l'on a eu monumentale, parce que forcément, on a eu un réinvestissement, et c'est pour ça aussi que les bonds des différents autres pays ou secteurs économiques se sont effondrés, parce que les personnes ont préféré lâcher ces bonds-là dans lesquels on avait une rémunération qui était bien moindre, pour acheter des bonds américains qui sont considérés comme le placement le plus infaillible. À 2 ans, on était à 4%, donc quel est l'intérêt pour des fonds d'investissement d'aller garder des bonds européens où on était à 1%, voire moins, sur quelque chose où, bon, bah, globalement, on va être à 4% sur quelque chose qui va être beaucoup plus serein. Et chose qui est en train de se voir où on recommence à avoir une réaccélération haussière au niveau de la parité. Pourquoi ? Au niveau de cet échange de paires. Pourquoi? Bah parce que tout simplement on est en train d'entamer une descente ici, d'accord? Donc forcément on va avoir un réglage qui va s'effectuer, une restabilisation sur une remise des différents portefeuilles qui vont être faits, et donc forcément on risque de revoir derrière un retest, je pense, des 1,15, comme je vous l'avais donné depuis déjà un certain temps, avant d'avoir un retest après, certainement des 1, avec un arrêt ici, on a une imbalance qui est mise en place, donc on est en weekly, hein, donc quelque chose qui va prendre du temps, je pense qu'on va arriver certainement courant 2024, hein, pour cette schématique-là, dans lequel on va avoir un rééquilibrage. Par contre, il faut bien comprendre que là on va arriver dans la notion des bonds européens, et là c'est catastrophique. En effet, l'Europe n'est pas du tout dans la même situation que l'Amérique, il faut bien comprendre ça. L'Europe, c'est le plus grand perdant actuellement de cette crise économique qui est accentuée par la guerre justement en Ukraine et en Russie, dans lequel on a une pression très forte inflationniste sur les énergies. Je vous rappelle que la croissance c'est quoi? C'est une transformation de l'énergie en croissance, en PIB, d'accord? En valeur. Et si forcément on a une complexité de trouver de l'énergie, ce qui est le cas actuellement et qui va prendre certainement 2 à 3 ans avant de restructurer les pipes d'approvisionnement, donc ça va être très dur pendant un certain temps, et à savoir que déjà la zone euro est très compliquée depuis la chute de 2008, dans lequel on a eu vraiment un affaissement de la zone euro, et forcément on a une restructuration de la zone euro qui risque d'arriver, parce que quand on regarde un petit peu les bonds européens, bon, on voit qu'il n'y a pas de signe de reprise, hein, et on voit que on est toujours dans quelque chose qui est structurellement très bas, avec derrière une mise en place de la BCE qui est vraiment prédominante dans l'achat et la revente des bonds pour l'unification, parce que c'est pareil, le fait d'avoir des bonds
italiens et des bonds allemands ou français, c'est pas la même chose, hein. Donc forcément, il y a une forme d'unification qui est en train de se mettre en place pour le financement européen, et encore une fois, l'Europe, le problème, c'est que ce n'est pas un État fédéral, on n'est pas du tout dans une schématique américaine, donc on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, que ce soit en termes de gestion, on est entre l'autonomie et l'unification à travers une monnaie, et le problème c'est que on n'a pas la flexibilité de la monnaie et de la gestion du taux de change au niveau de la monnaie pour faire fluctuer la position économique et macroéconomique du pays. Et donc là c'est très très compliqué, on se retrouve vraiment dans un écartèlement européen qui va être très compliqué à gérer, et qui va être pour moi vraiment une décennie de restructuration de l'Europe, voire de l'éclatement de l'Europe, en fonction de ce qui risque d'être passé. Est-ce que ça, sur le marché mondial, ça va avoir un impact? Clairement, il y aura un impact, mais qui sera, somme toute, minime. Pourquoi? Parce que, actuellement, l'Europe a de moins en moins, depuis 20 ans, de poids dans les échanges économiques internationaux, d'accord? On a l'Amérique, la Chine, et ensuite, on a les différents autres acteurs qui commencent en plus à émerger, qui commencent à cannibaliser la part de l'Europe. Donc l'Europe reste, somme toute, en dessous. Par contre, l'impact, quand on est européen, risque de se sentir beaucoup plus fort. La notion d'inflation va être très très compliquée, d'où la notion aussi de diversifier son portefeuille dans une cohérence, et ne pas forcément aller que sur de l'euro, bien aller sur des choses comme bien proches, comme du franc suisse, du dollar, du yen, plein de choses dans lesquelles on peut travailler, mais il faut bien comprendre que là actuellement le discours que j'ai dans mes quotidiennes, c'est un discours qui est tourné vers l'international, qui est tourné vers la Fed, qui est tourné vers l'Amérique, qui est globalement le leader actuellement, que ce soit par rapport à la technologie, que ce soit par rapport aux crypto-monnaies. On est sur quelque chose où je ne vais pas m'orienter par rapport à l'Europe. Et il faut le prendre en considération, parce que dans la vie de tous les jours, ça ne va pas être la même chose, et il faudra vraiment le prendre en considération. Ce n'est pas parce que l'Amérique va bien, que l'Europe va bien, et que l'Europe ira bien, il faut bien le comprendre. Celui qui s'en sort le mieux actuellement de toute cette crise-là, celui qui a profité le plus, c'est les Américains, que ce soit à travers la guerre, que ce soit à travers l'affaiblissement de la Russie, à travers l'affaiblissement de la Chine et de la Russie, celui qui s'en sort le mieux, c'est les Américains, encore une fois, comme toujours. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, et dans les différents échanges. Il faut pas oublier que en 72, avec l'arrêt, forcément, on s'est retrouvé sur une Amérique qui était encore plus forte et qui a réussi à écraser le monde entier et à imposer son choix. Et on se retrouve encore une fois dans cette schématique-là où, avec une Amérique quand même super forte, même s'il y a des dissensions politique, ça c'est encore autre chose qu'il va falloir mettre en compte, dans lequel on peut avoir une instabilité politique, mais ça reste quand même assez faible. La position de l'Europe est vraiment critique en ce moment. La crise obligataire, elle est européenne maintenant. Est-ce que elle se déclenchera? Je ne pense pas, ça va dépendre. En tout cas, c'est mon avis. Je ne pense pas qu'elle va se déclencher. Ça va dépendre vraiment de l'économie globale sur 2023-2024, parce que c'est simple. Là, actuellement, on a beaucoup de personnes qui se trouvent en négatif sur leurs différents placements, en tout cas des gros fonds dans lesquels les lignes obligataires sont en négatif, et c'est simple, tant que ce n'est pas vendu et tant qu'on tient justement ces 2 ans, ces 5 ans, ces 10 ans en fonction des typologies d'obligations qu'ils ont, ils auront un retour du capital effectif, d'accord? Par contre, clairement, là on regarde, on est sous l'eau depuis le niveau, d'accord, de 2011. On est sous l'eau depuis 2011. Donc toutes les personnes qui ont acheté des obligations durant cette période-là, donc tous ces fonds d'investissement qui ont acheté ces obligations se retrouvent sous l'eau maintenant, d'accord, depuis 2011. Donc ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui sont actuellement en cours d'expiration. Oui, je suis d'accord, donc sur lequel on va avoir une limitation, mais il va falloir à un moment donné remonter et traiter, et je pense que lorsque l'on va remonter, on aura des liquidations massives, d'accord? Donc on risque de ne pas remonter tout de suite, parce que les personnes vont sortir au fur et à mesure de ces bonds dans lesquels ils sont sous l'eau. Donc dès qu'ils vont passer en positif, c'est sûr et certain qu'il y aura des ventes massives qui s'effectueront pour pouvoir limiter les vecteurs de risque. Parce que là, actuellement, en effet, il y a un certain nombre d'acteurs économiques majeurs, et notamment des grosses banques, dans lesquelles on a des obligations européennes, c'est un petit peu obligatoire, on va le dire ça comme ça, on va dire que c'est forcé par la BCE, forcément, ils vont limiter les risques qu'ils vont avoir, parce que là, clairement, ça c'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait, là en l'occurrence, ils ont un certain nombre d'obligations dans lesquelles ils sont déjà sous l'eau depuis un certain temps. Si tout le monde retire
l'argent et qu'on se retrouve sur un bank run, en tout cas sur les assurances vie, sur les différents placements, on va dire sereins, bon, bah clairement, il y aura pas assez d'argent, il y aura une grosse perte, parce que là actuellement, on a pris combien sur les bonds? Si on compare avec 2019, d'accord, qui sera à peu près cohérent, on se retrouve avec 26%, donc on a un trou de 26%, ce qui serait colossal et totalement impossible à éponger, et donc c'est pour ça que le temps va jouer dans la stabilisation de l'économie et de la crise obligataire européenne. Et c'est pour ça aussi que le temps va jouer aussi dans la restructuration économique européenne, dans la restructuration des flux d'approvisionnement énergétique, dans les flux d'approvisionnement extérieurs sur justement les exportations et les nouveaux biens européen, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là, mais encore une fois, ça va être la notion de temps. Est-ce qu'on va laisser le temps à l'Europe de se réorganiser? Est-ce qu'on va appuyer dessus pour la mettre à mort? Ça, c'est un petit peu l'année 2023, l'année 2024, dans laquelle on aura une réponse. En tout cas, pour l'instant, ça reste quand même assez critique, mais pas encore totalement désastreux. Il va falloir juste surveiller un petit peu ce qui va se passer, et surtout surveiller la partie anglaise, parce que il y a déjà eu une possibilité de crise obligataire très forte, qui ne s'est pas déclenchée grâce à, justement, l'action de la banque anglaise, mais s'il n'y avait pas eu, on aurait déjà eu une crise obligataire anglaise, et est-ce qu'on risque d'en avoir une actuellement? Je ne pense pas, mais ça risque potentiellement de commencer en Angleterre, ensuite arriver en Europe, pour ensuite avoir une propagation qui risque d'être limitée à un moment donné, parce qu'il y aura un rachat massif, et quand on regarde l'État américain, des obligations américaines, bon, bah, clairement, on sait que là, il y a de la marge pour absorber, ce qui ne sera pas forcément le cas des obligations chinoises, par exemple, donc là-dessus, il va falloir faire très attention aussi. Donc, vraiment, 2023, à surveiller, dans lequel on va avoir un plateau, et je pense qu'on aura une forme de stabilisation des cours avant de repartir sur 2024, ou fin 2023 et 2024, donc toujours cette idée-là, dans lequel on va avoir le temps qui va jouer pour l'Europe et qui va jouer pour l'économie globale, dans lequel on va avoir une restructuration et une stabilisation qui est un petit peu... Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, qui fait mal et à qui? C'est un lieu de aux Européens. partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.